La situation de crise humanitaire de la province du Nord Kivu, une partie de la République démocratique du Congo considérablement gangrénée par une insécurité due à la résurgence de conflits armés, notamment la résurgence du mouvement M23. Et quelle est la situation des enfants pendant cette période de crise? Madame, messieurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes encore très heureux de nous faire recevoir chez vous. Entretien, nouveau numéro avec un invité spécial, certainement quelqu'un que vous connaissez peut-être ou pas. Bon, certainement au cours de cette émission, vous allez le découvrir. Il s'appelle Maître Dieudonné du Ciel Bukasa, à qui je dis bonjour maître. Bonjour. Vous vous portez très bien aujourd'hui. Je me porte bien, merci. Et comment ça vous fait de vous retrouver sur ce plateau de Mtetezi? Quelles sont vos premières impressions? C'est une impression de joie. Quand j'ai quitté la ville, je n'avais pas laissé cette station. Okay. Et je trouve des jeunes gens avec des talents, ils travaillent bien. Et je suis content. Très bien. Alors, il faudra préciser ici que vous êtes homme de Dieu. Oui. Vous êtes avocat après la cour d'appel. Vous êtes enseignant de cours aux universités. Et enfin, vous êtes président visionnaire de Children's Hope, qui est une organisation humanitaire qui œuvre, je ne sais pas, dans les secteurs des enfants et consorts. Alors, la première question serait celle de savoir comment vous avez fait pour combiner aussi beaucoup de choses. Vous êtes en même temps homme de Dieu, vous êtes en même temps avocat, vous êtes président d'une organisation, vous êtes professeur aux universités. Comment vous faites pour vous en sortir? Oui, la première chose, c'est la grâce de Dieu. Quand vous lisez les Écritures, Jésus parle des talents. À un autre, il a donné 5, à un autre 10. Dieu peut te doter de plusieurs talents et à toi de t'organiser pour utiliser tous les talents. Donc, Dieu peut faire de toi un roi, mais aussi un prophète. C'est ainsi que par sa grâce, il a fait de moi un homme de Dieu, d'abord un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un avocat de par mes études, okay. Et puis aussi un chercheur pour le reste. Ça c'est très bien parce que j'ai fait de recherches personnellement sur vous pour connaître ce que vous êtes un tout petit peu. J'ai vu de vidéos, vous prêchez même, hein, vous montez à la chaire, vous prêchez. Ça c'est ma passion. Vous chantez également, ça c'est super. Et je vous ai vu non seulement assister des enfants, mais également prier et consorts. Alors j'aimerais savoir comment vous faites pour combiner deux métiers apparemment qui sont incompatibles. Vous êtes avocat et en même temps vous êtes homme de Dieu. Comment vous faites? Dans notre profession d'avocat, il y a des activités qui sont incompatibles comme le commerce, mais servir Dieu, faire la politique, les actions humanitaires n'est pas compatible. Certainement, vous m'avez pas très bien saisi. Oui. Parce que quand on est avocat, des fois on a tendance à défendre les gens même quand ils ont tort. Hein. Ouais, vous savez en vous que la personne a vraiment tort, c'est-à-dire qu'il est coupable, mais vous défendez quand même. Et avec, défendre quelqu'un qui a fait du mal, ce n'est pas totalement pour l'acquitter, mais ça peut être pour atténuer sa peine. Parce que quand on commet un mal, il y a toujours une cause qui a engendré ce mal. Alors, quelqu'un peut être condamné à 20 ans, par votre intervention peut alléger à 10 ans. Et l'objectif de la peine, c'est la rééducation. Alors, quelqu'un qui va purger 20 ans, prenez un peu le temps là. Mais on est sûr, un avocat digne peut plaider pour lui pour que sa rééducation prenne 5 ans. Et c'est là que vous, les profanes, vous les dehors, vous ne comprenez pas. Exactement. Voilà, on ne plaide pas tout simplement pour que la personne soit acquittée, mais on peut plaider pour que sa peine soit réduite, afin qu'il soit rééduqué, mais dans un bref délai. Ça, c'est le langage de la rue. Je pense que vous n'allez pas me tenir comme un rigueur. Vous savez que ça se parle comme ça. Non, ça se parle, oui, tu as raison. Ils ont tendance à défendre. Oui, justement. Alors, cette passion que vous avez pour les enfants, parce qu'aujourd'hui, il y a des organisations peut-être qui s'intéressent beaucoup plus à la santé sexuelle, par exemple, il y a la paix et consorts. Mais vous, cette passion que vous avez pour les enfants, pourquoi cette couche sociale-là? Moi, j'ai grandi à Goma. Okay. J'ai fait toutes mes études à Goma. J'ai vécu toutes les guerres de Goma. Et je connais la souffrance de la population de Goma. Et particulièrement dans un contexte de guerre, des successions de guerres qu'on a connues dans cette région des Grands Lacs. Autrefois, il y a plus de 20 ans, on fuyait les guerres. J'ai vu des parents mourir. J'ai vu des enfants abandonnés. J'ai vu d'autres se séparer avec leurs enfants et l'avenir de ces enfants-là être perturbé. Et moi-même, j'ai grandi comme orphelin de père d'abord. Et puis plus tard, ma mère est partie. Je connais la souffrance des enfants. Waouh,
Très aimant. Alors quand j'étais étudiant, avec un groupe d'amis qui sont des frères et sœurs, on se disait quand on finira nos études, quand Dieu nous bénira, nous penserons aux enfants. Et c'est comme ça que, comme le nom de notre organisation le dit, Children's Hope. Hope, en anglais, c'est donner l'espérance. On donne l'espérance à quelqu'un qui est au bout, Oui. qui voit le noir. Et on s'est dit avec les amis, est-ce qu'on peut donner une lueur d'espoir à ces enfants pour que demain ils soient aussi quelque chose? Voilà un peu d'où est née cette passion-là d'assister les enfants. Mais il n'y a pas que les enfants, parce que l'enfant évolue dans un environnement quelconque. Eh oui. Par ricochet, on voit aussi l'environnement de l'enfant, sa mère, peut-être son frère, sa sœur, ainsi de suite. Cette durabilité de l'écosystème des Voilà, enfants et consorts. l'environnement économique, Oui, oui. sanitaire, que dire aussi juridique. Il y a les viols, Exactement. ainsi de suite, toutes sortes de violences. Il faut la protection judiciaire et juridique de l'enfant. Et aujourd'hui, comment se porte cette organisation? Vous avez dit, les noms, c'est Children's Hope, vous vous intéressez aux enfants, vous avez essayé un peu de brosser sa genèse, et aujourd'hui, comment ça marche, comment ça évolue, quels sont votre champ d'action, par exemple, comment vous faites pour identifier ces enfants, pour leur parvenir, et surtout leurs besoins et consorts? Oui, Children's Hope, c'est une organisation qui a pour but d'assister les enfants particulièrement et les familles démunies en période de crise, tant humanitaire, catastrophique, de crise de guerre. Et nous avons 4 champs d'action. Parlant de l'enfant, comme je le disais, nous avons la protection de l'enfant. Là, nous voyons l'aspect juridique. Nous voyons la santé de l'enfant. C'est l'aspect sanitaire. Nous voyons l'éducation de l'enfant. C'est l'aspect instruction par l'école, par la formation. Et puis nous voyons l'environnement de l'enfant. C'est le milieu dans lequel il évolue. Ainsi, travaillons ainsi. Nous avons au milieu de nous des juristes, moi-même le premier. Nous avons des psychologues, nous avons des médecins, ainsi de suite. Et nous collaborons avec certains gens. Nous assistons les enfants sous ces 4 aspects. Bien. Voilà un peu la manière dont nous travaillons. Alors, est-ce que, parce que là, vous venez de parler de cette passion, mais qu'est-ce qui peut nous rassurer vraiment que vous le faites vraiment par passion? Parce que nous connaissons les organisations non gouvernementales aujourd'hui, on dit qu'on est une organisation à non but lucratif, alors que, bon, je ne parle pas de vous, hein, mais il y a certaines personnes qui peut-être utilisent la cible, question de peut-être avoir de financement et évoluer. Est-ce que vous, c'est vraiment le fruit d'une passion pour tout ça? Ah oui, pour nous, c'est le fruit d'une passion. Pour un petit témoignage, j'ai fini mes études à Litige, à l'Institut technique industriel de Goma. Et c'est à cette période-là que l'université de Goma a commencé et on payait $100. Moi, je n'avais pas ces $100. J'ai fait 3 ans à la maison. J'étais intelligent. La preuve en est que j'ai eu aussi des distinctions parce que je n'avais pas ces $100. Et tu l'as dit, je suis un homme de Dieu. J'ai commencé à prier parce que je n'avais personne. Et c'est dans cette prière-là que Dieu va me visiter. Il va me visiter personnellement. Il va me dire, je vais ouvrir les portes pour toi. Mais toute ta vie, pense aux personnes qui souffrent comme toi tu as souffert. Il y a des enfants intelligents qui ont une destinée, mais qui ne peuvent pas franchir certains seuils parce qu'il manque quelque chose. Ah oui. Et c'est là que la vision a commencé. Je l'ai intéressé à certains amis avec lesquels on a souffert ensemble. Et aujourd'hui, chacun de nous est occupé. Je suis maintenant en Belgique. Dieu m'a béni. Vous vivez en Belgique. Maintenant, je suis en Belgique. Je suis à cheval, Belgique, Goma, le Congo. Et tous les membres, chacun a son travail. Ce sont des gens bien positionnés. Et nous l'avons fait pour un but, humanitaire, mais pour accomplir aussi la parole de Dieu qui dit la vraie religion, c'est de penser aux démunis. Celui qui a 2 tuniques, qui donne une à celui qui n'en a pas. Celui qui a 2 pains, qui donne à celui qui n'en a pas. Apparemment, ça vous sert de repère. À tout moment, vous partez, vous rentrez dans les Écritures. À tout moment, vous partez, vous rentrez dans les Écritures. Un homme de Dieu. Ça donne comme impression, que votre organisation, c'est une organisation religieuse. Hein, ou ça, c'est vos valeurs, par exemple, personnelles. Mon fondement, c'est Christ. Génial. Et Christ, c'est la parole. C'est comme un bon juriste, son fondement, c'est la loi. Il ne peut jamais prononcer une phrase sans recourir à la loi. Et moi,
mon maître à penser, c'est Jésus par sa parole. Vous savez, ça me donne envie de dire Alléluia, ça me donne envie de dire Amen. De toute façon, c'est formidable. Alors, certainement, la province est en situation de crise humanitaire. Vous avez fait des descentes sur terrain, ça je le sais. Alors, comment ça se présente la situation, par exemple, sur terrain? Qu'est-ce que ces enfants traversent en ce moment et qu'on sort? Mon cher ami, la situation est chaotique. J'ai eu à visiter 2 ou 3, 4 sites depuis que je suis venu. C'est vraiment dramatique, mais aussi déplorable pour les compatriotes que nous sommes. Parce que pour secourir un confrère, un compatriote congolais, on n'a pas besoin qu'un blanc vienne, alors que nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose. J'étais à Saké, j'étais à Kibati, j'étais au Lac Vert, à Mugunga, partout là-bas. Les enfants sont en train de mourir des maladies. Vous savez, quand on est très nombreux avec des conditions hygiéniques très très déplorables, ça engendre des épidémies. Les gens dorment très mal. Ils se sont érigés des petites bâches, en fait des petites tentes. D'autres n'ont même pas de bâches. Et quand il pleut, c'est le chaos. Il faut être inhumain pour ne pas compatir avec de telles personnes. Et nous, Children's Hope, on n'a pas de millions, hein. Je vous dirais, nous n'avons aucun financement. Wow. C'est les bien-aimés. Vous en avez aucun et comment vous faites? Mais je t'ai dit... C'est peut-être que je suis parti vite en besogne. Je travaille, je suis avocat. Dans ce que Dieu me donne, il y a la part de Children's Hope. Dans ce que Dieu donne à l'autre. Et puis tu as dit, tu nous as vus sur les réseaux sociaux. Beaucoup des organisations congolaises, ils montrent, ils ont un nom, mais comme tu le disais, mais les actions ne sont pas concrètes. Nous avons vu des gens à l'étranger, en Europe, où je suis de temps en temps. Les gens vérifient nos actions. Pendant 3 ans, ils trouvent que l'organisation est crédible. Il envoie ses 100 €, ses 200 €. Et quand quelqu'un l'envoie comme ça, nous lui donnons la facture. Et le lendemain, nous lui donnons les rapports de ce que nous faisons, au travers des images. Alors, bref, la situation est chaotique. On n'a pas besoin seulement de Children's Hope. On a besoin de l'implication de tous citoyens congolais, parce que ceux qui meurent, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Alors, est-ce que vous avez une idée, par exemple, en termes de chiffres? Est-ce que, d'abord, pour évaluer les enfants, c'est compliqué, parce que moi-même, personnellement, j'ai fait une descente sur terrain à Kanyaruchinya. On était en train de donner la bouillie à ces enfants. Apparemment, ils poussent. Hein. Vous donnez, ils arrivent. Vous donnez, ils arrivent. Est-ce que vous avez une idée en termes de chiffres? On peut évaluer, par exemple, combien d'enfants actuellement? Je ne peux pas vous dire des chiffres très précis, mais je suivais France 24. Je suivais aussi RFI parce que j'aime bien les informations. Là où nous étions à Saké, il y avait déjà 1900 ménages. Quand je parle de ménage, un ménage peut être composé de 7 personnes, dans lesquelles père, mère et puis 5 enfants. Alors, il y a des sites, il y a 4000 ménages. Et je suivais un jour sur RFI, on parlait de plus de 21 000, 30 000 foyers en déplacement. Or, il n'y a qu'un seul père, une seule mère, mais beaucoup d'enfants. Oui, c'est compliqué. Là. Donc, ce sont des milliers d'enfants qui souffrent et les enfants sont très sensibles aux intempéries. Alors, vous avez identifié par exemple les besoins. Quels sont les besoins de première nécessité, par exemple, pour ces enfants sur terrain en cette période de crise humanitaire? Nous avons une équipe qui descend chaque fois sur terrain parce que nous n'assistons pas sans faire le constat. Et même moi-même, j'étais sur terrain. Les besoins dépendent des sites. Vous savez, ce dernier mois, il y a eu des attaques ci et là, ce qui a provoqué la migration de certains groupes, de certaines familles. Et quand un groupe de gens se déplace quelque part, il y a les premiers besoins, c'est d'abord les besoins d'installation. Vous arrivez à un endroit qui était un champ, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de latrine, de douche, et les gens font leurs besoins en plein air. Ça, c'est un besoin urgent. Nous ne sommes pas dans la saison de pluie. Quelqu'un qui arrive avec son petit sac, il s'est fait une petite tente avec des feuilles d'arbres. Le besoin des bâches est un besoin urgent. Or, quand il n'y a pas des installations sanitaires et que la personne est mouillée, ipso facto s'engendre des maladies. Ce qui fait que des enfants, on a trouvé des enfants, tu peux vérifier sur notre site, en conditions sanitaires très déplorables. Et quand nous faisons ces constats-là, pour le moment, dans les nouveaux sites, nous sommes en train de construire des toilettes.
Nous l'avons fait à Kanyoruchina. Nous sommes en train de le faire à Sake. On le fera aussi pour tant d'autres. Et les besoins aussi de nourriture. On a causé avec plusieurs mamans. Ils ont laissé leur champ. Tu ne peux pas déménager avec tes sacs de haricots. Et nous les assistons ainsi. Les besoins d'eau, l'eau peut être là. On peut amener les citernes, mais il faut avoir un bidon. Et Children's Hope acheter des centaines de bidons et nous donnons à des familles. Alors, je ne pense que vous n'êtes pas limité seulement sur base de descente sur terrain, constater les faits qu'on sort. Est-ce que d'une manière descriptive, quelles sont les actions, par exemple, que vous avez déjà menées concrètement dans ces différents cas de déplacés en faveur des enfants? Mais chaque semaine. Donc vous êtes là-bas d'une manière permanente? Chaque semaine, nous sommes là selon les moyens que nous avons. Comme je t'ai dit, on n'a pas de montant fixe. Quand les gens voient nos actions, ils contribuent, nous contribuons. On atteint, quand l'équipe nous donne pour tel camp, il y a tel besoin. Nous lançons l'annonce à tous les membres de Children's Hope. Chacun contribue selon ses avoirs et nous réalisons une descente sur base de ses avoirs. Et c'est comme ça, c'est 1 mois, 2 mois. Chaque fois, nous sommes dans un camp, soit pour construire des toilettes, soit pour donner la nourriture, surtout la nourriture. Ça, nous le faisons d'une manière permanente. Alors, s'il faut se baser en termes de vos dires, vous avez parlé, bon, au fait, malgré les efforts que fournissent, par exemple, Children's Hope, qui est votre organisation, la crise humanitaire est très profonde, hein, vous êtes d'accord avec moi certainement. Alors, le problème se situe à quel niveau? Nous avons un gouvernement qui est en place, il y a aussi d'autres organisations qui essayent de voir, mais pourquoi on n'essaye pas d'amorcer cette crise? Bon, mais je crois que c'est toi qui es journaliste, vous êtes chercheur, qui devais donner la réponse. Vous êtes humanitaire également. C'est toi qui devais nous donner la réponse. Vous avez fait des descentes? Moi, je constate, j'ai fait ce que je peux à mon niveau, et quand je finis, je fais la sensibilisation. Et ma sensibilisation s'adresse à tout le monde, aux hommes politiques, aux hommes de Dieu, à tous citoyens congolais de la diaspora et d'ici. Pour les Congolais conscients, je regarde la ville de Goma, il y a des églises dans chaque quartier. Dans les églises catholiques, ça pousse comme des champignons. Voilà. Moi, je me dis, si chaque église, il y en a des milliers. Nous avons des milliers de Congolais en Europe. Nous avons des groupes, des associations. Si chaque église, si chaque citoyen, si chaque famille pouvait dire, moi, je vais juste apporter un petit sac, je crois que nos compatriotes ne souffriraient pas comme souffrent. Le problème, c'est que nous ne nous aimons pas. Pour assister mon frère, moi je n'ai pas besoin du gouvernement. Et ce que nous faisons, ce n'est pas pour que les gouvernements nous applaudissent. Je vais te faire rire, on est parti à Mugunga. Comme dans la philosophie du Congolais, on n'assiste jamais en vain. Et vous savez que nous sommes dans l'année électorale. Exactement, on a donné du riz, les savons, du sel. Et les mamans ont commencé à chanter en Swahili. Tout à coup voté, nous avons voté. Et je les ai fait taire. Je dis non, moi je ne suis pas candidat député. Je ne suis pas venu le faire pour que vous me votiez. Tu es ma maman, c'est mon enfant, c'est ma petite sœur. J'ai l'obligation de l'assister par amour. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis très sûr. Je connais plusieurs personnes que je n'aimerais pas citer les noms ici. Ça commence comme ça, on a de la passion, on donne les sucres parce que nous aimons. Et puis prochainement, vous allez revenir peut-être ici pour dire, bon, j'ai trop fait, bon, je pense que je dois aller continuer ma lutte à l'hémicycle. Non, mais ceux qui le font, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal. C'est d'ailleurs une bonne manière de représenter ces gens-là. Ce n'est pas mauvais. Et pourquoi ça ne vous... C'est que je suis déjà occupé. Beaucoup, oui. Je suis déjà occupé pour l'instant. Je n'aimerais pas assumer, avoir des noms pour lesquels je ne vais pas bien assumer. Être député, c'est une responsabilité. Alors je souhaite mieux faire ce que je suis appelé à faire maintenant et le faire bien qu'avoir beaucoup d'engagement des noms sans efficacité sur terrain. Ça, c'est très bien. Je me sens à l'aise dans ce que je fais maintenant. Alors, vous avez dit ici que vous travaillez seul, vous n'avez pas de soutien direct, c'est-à-dire il n'y a pas un organe à l'extérieur où il consort comme d'autres organisations humanitaires, c'est-à-dire vous n'avez pas un bailleur, par exemple, de fonds qui vous aide dans ces sens-là. On veut savoir comment vous faites pour... excusez-moi, peut-être que je suis revenu sur la même question, non, mais c'est pas de souci, c'est pertinent. Oui, ça surpasse un tout petit peu. Vous êtes individu et c'est ce que vous gagnez comme salaire et consort que vous essayez de répartir avec les contributions d'autres membres qui vous aident à faire les actions sur le terrain. Mais je crois que c'est pas très suffisant. Comment vous faites au fait pour aider autant ces enfants qui sont vraiment dans le besoin?
Je te dis, notre fondement, c'est d'abord Dieu. J'ai lu un livre d'un homme qui m'a beaucoup révolutionné. J'aime beaucoup la lecture. Hein. Il s'appelle George Muller. C'était un chrétien, il est déjà mort il y a un siècle. Il a nourri et fait éduquer 22 000 personnes. Et c'est lui mon mentor qui m'a inspiré qu'il y a un Dieu qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Et quand nous avons commencé Children's Hope, avec les amis, on n'avait que $20. Et ce livre-là de George Muller m'a inspiré que ce n'est pas l'argent qui a créé l'homme, mais c'est l'homme qui cherche l'argent et peut créer l'argent. Et nous avons commencé avec ces $20. Et quand nous avons commencé, les actions parlent. Vous voyez, tel que nous disons là, il y a quelqu'un qui va nous suivre, qui sera touché et qui pourrait vérifier ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais les actions, c'est vérifiable. Oui. Et qui pourrait être touché aussi, dire que moi, je peux me joindre à eux. Et pour le moment, nous n'avons aucun financement, mais quand même, l'année passée, il y a une ONG qui a identifié ce que nous faisons et il a exprimé le désir de travailler avec nous dans le cadre de la formation des femmes dans l'entrepreneuriat. Ça s'est limité là-bas. Il n'y a pas eu un financement financier. En termes d'argent, il n'y a pas eu. Mais jusqu'alors, nous fonctionnons avec nos propres moyens, les contributions des membres. Aujourd'hui, par ce que nous faisons, la renommée de Children's Hope, elle était locale, elle est devenue nationale et aujourd'hui internationale. On a des membres partout au monde qui envoient régulièrement, surtout les Européens, j'en profite pour les remercier, qui envoient leurs cotisations régulièrement et c'est ce qui nous permet de réaliser des projets. Il arrive des fois, on a des urgences et nous faisons un appel de fonds. On parle et les gens de bonne volonté sont touchés, ils nous accompagnent et nous réalisons ces projets, on leur donne le rapport. Le problème du Congolais, c'est qu'il n'aime pas la redevabilité. C'est ce qui nous fait tomber, mon cher ami. Si tu es redevable, même par un rapport pour ce que ton argent a fait, tu auras le courage de revenir. Voilà notre secret. Alors apparemment, vous vous concentrez beaucoup plus au Nord Kivu, à Goma. Est-ce que vous êtes représenté également, par exemple, parce que la crise humanitaire au Nord Kivu, elle est très profonde. Oui, hein, elle affecte Beni, là où cette population est meurtrie par les actions des ADF, par exemple. En Ituri également, il y a une crise humanitaire très profonde. Est-ce que vous êtes seulement basé au Nord Kivu, vous êtes également représenté dans d'autres coins de la province ou de province ailleurs? Voilà, le siège social sur Nord Kivu et plus particulièrement à Goma. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a les besoins réels. J'ai des amis qui nous appellent déjà à Beni. On se prépare pour y aller. Mais au niveau de Kinshasa, nous avons une antenne là-bas. Et là, nous assistons les personnes, les enfants albinos. Okay. Peut-être que tu vas vérifier sur nos réseaux sociaux. Nous prenons en charge avec une dame qui a aussi une fondation Pauline, les enfants albinos. Vous savez, dans la culture africaine, et particulièrement congolaise, dans certaines tribus, avoir un enfant albinos, c'est comme une malédiction. Oui. C'est comme un tabou. Et cette maman-là a ramassé des enfants jetés. Moi-même, je les ai éduqués, je les ai vus, des bébés d'une semaine, de 2 semaines. Et avec cette maman Pauline à Kinshasa, nous avons pris ces enfants-là, des enfants albinos. La maman les a mis dans un cadre et nous les assistons régulièrement. Et surtout pour eux, à Kinshasa, il fait très chaud. C'est les soins pour la peau. La peau, oui. Alors on achète des produits à Kinshasa, en Europe, et nous leur envoyons. Et c'est nous qui contribuons à leur éducation, à la limite de nos moyens, et régulièrement la provision alimentaire. Alors, au terme... Oui. On nous appelle maintenant de partout, les gens de Bujimaï, je n'ai jamais été à Meneditu, il y a des gens qui nous ont appelés. Nous ne voulons pas embrasser plusieurs chats à la fois. Nous regardons là où il y a vraiment les besoins réels, comme au Nord Kivu, comme ces enfants albinos. Nous étions à Lubumbashi il y a 2 ans, on a assisté certains enfants, ainsi de suite. Et au terme de ces activités que vous menez, consorts, vous comptez aller jusqu'où? Genre la vision, pour dire aujourd'hui vous avez atteint les paroxysmes de votre vision, vous voulez aller jusqu'où? Voilà. Le nom fondamental reste Children's Hope Goma. J'aime Goma parce que c'est la référence. Oui. Mais présentement,
Il y a certains membres qui sont au Canada et qui nous ont appelés, ils contribuent régulièrement, mais pour être connus sur le plan administratif, ils ont demandé la permission au conseil d'administration et nous avons maintenant Children's Hope Goma au Canada. Children's Hope, c'est parce que j'ai laissé mon t-shirt. Aujourd'hui, je suis de Children's Hope International. Alors, tous ces réseaux-là, au niveau où ils représentent Children's Hope. Ils peuvent faire des actions là où ils se trouvent. Il y a une dame qui est membre vraiment régulier, qui envoie ses cotisations régulières pour les démunis de Goma. Elle est brazzavilloise. Elle est une femme d'affaires. Elle m'a appelé. Elle a dit non, je t'invite. Viens. Nous allons commencer Children's Hope à Brazzaville. Okay. Ça va résoudre les problèmes des enfants démunis à Brazzaville. Mais entre-temps, les urgences de Goma, parce que c'est la base. Et surtout que cette crise humanitaire est très profonde. La crise humanitaire. Voilà, donc notre vision n'est pas locale, elle est internationale et petit à petit, nous sommes en train d'évoluer. Alors, vous êtes au courant de cette souffrance que traversent les enfants ici en province à cause de cette crise humanitaire. Vous travaillez par des fonds propres aujourd'hui. Alors, si par exemple, il y a un message à lancer à cette population qui est en train de vous suivre dans le sens de vous tenir main forte, question d'aider. Je sais que vous faites déjà beaucoup, d'aider encore mieux. Mais ce n'est pas assez par rapport aux besoins. Exactement. Alors, s'il faut faire encore plus, par exemple, s'il y a une forme de message que vous devez lancer à cette population, à tous ceux-là qui seront en train de vous suivre, ça sera quoi? Le message que je peux lancer à toute la population, c'est le message que Jésus a dit à ses disciples: aime ton prochain comme toi-même. Ces gens-là, mon cher journaliste, j'espère que tu as déjà été là, c'est insupportable. Le jour que j'étais dans les sites, mon cœur a gémi et je ne pouvais pas dormir. J'interpelle toute personne qui va me suivre, qui qu'il soit, dans n'importe quel domaine, les personnes qui meurent de faim, les personnes qui dorment dehors, les personnes qui sont malades, ce sont nos frères. Je commence par les compatriotes congolais, tant au niveau local qu'à l'extérieur. Ce sont nos frères. Nous sommes apolitiques. Pour assister, je n'ai pas besoin du gouvernement. $1 que tu peux donner, un sac de riz, un médicament, une bâche peut sauver quelqu'un. Alors n'attendons pas le gouvernement ou bien les organisations internationales. J'interpelle les églises, j'interpelle les organisations. On a des organisations de football, on a des organisations de basketball. Nos bien-aimés sont en train de souffrir. Venez vous joindre à Children's Hope. Donnons un sourire à ces bien-aimés qui ont laissé leur maison. Et ce qui fait mal, jusqu'à quand, toi et moi, nous ne savons pas. Mais une assistance de ta part peut les consoler. Voilà mon message. Et ceux-là qui veulent se joindre à nous, nous avons un bureau ici à Goma. Nous avons une représentation au Canada, en Belgique et à Kinshasa. Peut-être je vous donnerai les numéros de contact. Ou bien vous pouvez nous voir sur Facebook et Instagram. D'ici là, nous aurons notre site internet. Vous tapez seulement Children's Hope Goma sur Instagram, sur Facebook. Vous allez voir ce que nous faisons. Vous allez constater, vous allez avoir nos adresses et vous pouvez vous joindre à nous afin qu'ensemble, puissions assister ces personnes. Très bien, ça allait être peut-être ma prochaine question. Comment on fait faire pour vous retrouver? Mais vous avez anticipé. Alors nous sommes en train d'y aller petit à petit vers la fin de cette émission. Quelles sont vos impressions d'une manière générale avant que l'on termine? Les impressions sur quoi? Sur l'émission? Sur l'émission, sur cet entretien et consort. Non, mais je suis content. Peut-être ça peut être aussi sur MTT Télévision, la mobilisation de l'équipe. Je vois Claude Moussimbi derrière cette caméra. Je suis très content. Oui. Merci, vous êtes très gentil. Et puis, je sens l'éloquence et le savoir-faire. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde est devenu influenceur. Tout le monde s'autoproclame journaliste.
mais je constatais qu'il y a quand même un professionnalisme. Merci. Je suis très content. Merci beaucoup. Alors, merci pour terminer cette émission, j'ai toujours tendance à passer une rubrique. Avec vous, je crois que c'est pas très adapté, mais je vais vous demander de faire quelque chose de très spécial, quelque chose de très bien. On va terminer cette émission par une prière. Parce que vous êtes homme de Dieu, vous allez prier pour cette population qui sera en train de vous suivre, mais également pour ses enfants. Et je crois que cette prière va briser les jougs, comme la Bible, le dit. Alors, merci homme de Dieu de faire une petite prière et puis on va conclure cette émission par cette prière. Merci beaucoup, c'est gentil, nous allons prier. Okay. Tendre Père, je te rends gloire, toi qui as permis que nous entrons dans cette salle d'édition de la chaîne Tétési. Merci pour leur accueil, merci pour le savoir-faire que nous constatons. À cet instant, je suis en train de prier pour la paix. Tu t'appelles le prince de paix. Tu as dit dans ta parole que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi et croyez au Père. La paix que l'argent ne peut acheter, que le matériel ne peut produire, que l'homme ne peut donner provient de toi. Cette province est sujette à des successions de guerres. Les innocents meurent. J'ai prié, ô Dieu, par le sang de Jésus, que tu nous donnes la paix. Là où les voies diplomatiques et diverses ont échoué, toi tu n'as jamais échoué. Donne la paix. Protège toutes ces familles de déplacés démunis et en particulier les enfants qui ne savent rien du tout, qui se retrouvent dehors. Que tu pourvoies à leurs besoins et que tu les épargnes du mal. J'ai prié pour cette station qui nous reçoit, qu'elle prospère à tous égards. J'ai prié pour mon beau pays que tu m'as donné, la RDC. Sois le Dieu du Congo. Donne la paix au Congo. Tu nous as donné beaucoup de richesses. Permets que le pays avance, mais dans la paix. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je crois que madame, messieurs, vous avez également dit Amen. Alors, c'est par cette prière de l'homme de Dieu que nous mettons fin à ces numéros d'entretien. Nous allons vous retrouver très prochainement avec un nouveau invité, question de changer sur le sujet d'actualité, sur ce qui se passe en RDC, plus particulièrement dans notre chère province du Nord Kivu. Alors, quant à moi, je prends congé de vous et je vous retrouve à la prochaine. Voilà.